Merci pour la Crochet de micro. Donc en fait, moi je suis éditeur et auteur d'un livre récent qui s'appelle « Guerre en Ukraine, la responsabilité criminelle de l'Occident. Nos options pour stopper la crise ». D'ailleurs, je viens de faire 2 émissions d'1 heure sur une radio du Cameroun à Yaoundé. En fait, il y en avait une seule qui était prévue, mais ils ont tellement aimé qu'on en a fait une deuxième. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils en avaient assez d'entendre les médias dominants comme RFI, etc., culpabiliser les Africains, de ne pas prendre parti pour l'Occident contre la Russie. Alors, c'est vrai qu'on entend, depuis le début de cette guerre en Ukraine, les médias occidentaux, la version de l'OTAN, à savoir Poutine est malade, c'est un tsar, c'est descendant d'Ivan le Terrible, etc., etc. Mais heureusement, Jean-Pierre, excusez-moi parce que je n'ai pas retenu votre nom, a donné des éléments très intéressants. En fait, la Russie n'a pas eu d'autre choix que d'intervenir militairement pour protéger la population russophone du Donbass. Pourquoi? Parce qu'en fait, à partir du 16 janvier, les Américains commencent à expliquer que la Russie va envahir l'Ukraine, fixe une date, le 15 février. Si vous voulez poser une question, s'il vous plaît. Si vous avez des questions, vous posez votre question. Non, je n'ai pas de questions à poser, puisqu'en fait, ce que j'entends essentiellement... Non, mais c'est pas un contre-exposé, parce qu'on a déjà fait. Ben, Voilà. Posez votre question. Alors, je n'ai pas de questions Merci, à poser. on le sait, ça. Pardon? On le sait. Posez une question. Alors, excusez-moi, alors, pourquoi vous dites effectivement ce que vous avez dit tout à l'heure, alors qu'en fait, manifestement, la Russie est intervenue pour sauver la population du Donbass, parce que le vendredi, c'est le 17 février, il y a 100 000 habitants du Donbass qui sont mis à l'abri de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire à Rostov-sur-le-Don, parce qu'effectivement, comme l'a dit son excellent Jean-Pierre, le vendredi, il y a 1500 explosions à l'arme lourde, donc c'est-à-dire que l'armée ukrainienne attaque les populations civiles. Donc la Russie vole au secours de la population. Quand elle reconnaît les 2 républiques le lundi, c'est pour penser que ça va calmer les forces armées ukrainiennes. Mais en fait, ça ne les calme pas. Et en plus, je suis d'autant plus concerné que j'ai édité une jeune romancière qui, à l'époque, a 13 ans, qui habite le Donbass. Mais quelle autre question? Attendez, je vais vous alors, je vais vous la poser à vous. Là, vous prenez de notre temps qui est utile. Votre temps est utile, vous en avez pris beaucoup aussi. Oui, mais nous, on n'a pas. Vous quoi? Vous quoi? Donc, je vous pose une question. Pourquoi, effectivement, vous répandez que la version de l'OTAN en permanence, alors qu'en fait, il y a l'article 61 de la Constitution russe qui oblige le président russe à voler au secours des Russes où qu'ils se trouvent, et donc la population du Donbass. Et je terminerai juste sur ma question en disant qu'en fait, les milices du Donbass ont récupéré des plans d'attaque des forces armées ukrainiennes contre les populations civiles qui étaient fixés au 28 février. Elles ont été publiées et les Russes ont trouvé d'autres plans d'une attaque contre le Donbass qui étaient fixés au 8 mars. Voilà. Donc pourquoi on Merci beaucoup. Merci. la version de l'OTAN et jamais la version russe sur ce point-là, à savoir qu'ils ont été obligés d'intervenir pour protéger la population civile. Merci beaucoup. Monsieur Jacques Millard. Oui, moi j'ai une question à vous poser, à vous, À qui? c'est-à-dire sans doute à Jean-Pierre et aussi un autre intervenant, peut-être à Eugène. Quelle est, selon vous, parce qu'il y a une proto-histoire, quelle est, selon vous, la véracité des accusations qu'il y a du côté de l'Ukraine, je dirais, une emprise nazie? Extraordinairement court. Deux choses, donc 30 secondes 2 fois. La dénazification, la démilitarisation, c'est un coup d'œil, ça ne l'excuse pas, j'explique, c'est un coup d'œil de Poutine, parce que c'est les 2 des 5 premiers objectifs des Alliés vis-à-vis de l'Allemagne à la conférence de Potsdam. Démilitarisation, dénazification. Bon, il parlait de l'Allemagne. Là, Poutine. Bon, à part, blague à part, le monde a changé le 24 février. Si vous prenez, et c'est très simple, et c'est très officiel, c'est très facile d'accès, les échanges de lettres, de mémorandums entre l'Union européenne et l'Ukraine, dans le cadre des travaux qui ont mené à la guerre d'association, vous voyez que quantité de questions posées par l'Union européenne
concernait les mouvements d'extrême droite en Ukraine et la corruption en Ukraine. C'est donc que l'Union européenne avait effectivement identifié ce genre de problème et ils en parlaient. Évidemment, on n'en parle plus depuis la guerre, mais c'est très intéressant de regarder les échanges de lettres dans le cadre préparatoire de cet accord d'association. On pourrait faire un colloque là-dessus. Bon, tout le monde connaît Bandera, j'en parle. Il y a eu 2,5 millions de juifs avant le 39, il y en avait 500 000. Pendant Maïdan, il y a eu la photo de Bandera sur Maïdan. Ensuite, les partis pro-nazis, c'est le Pravi Sector, le secteur droit, et puis soi-disant Azov. D'ailleurs, ils croient au roi Péroum. Le roi, c'est-à-dire le dieu de la foudre, ils sont avant chrétiens. C'est 3% de la population, des votes. Donc, c'est une propagande totale. Tous les ans, la Russie présente une résolution contre le nazisme. On regarde bien, la France vote contre, beaucoup de pays. Bon, alors, l'antisémitisme est né dans le pays de mes ancêtres, j'en sais quelque chose, en Russie, après l'assassinat d'Alexandre II. Les pogroms, c'est un nom russe. C'est la Russie qui est le pays le plus antisémite. Hein. Staline, il a éliminé tous les médecins juifs. Quand j'entends Lavrov, que j'ai connu à New York, dire que Hitler était juif, bravo. Medvedev, il a des origines juives. Et je peux te dire, moi, je connais, moi j'ai failli travailler avec Poutine en 90, et je créais ça dans mes mémoires. Il y a un couple juif qui était dans l'appartement communautaire de Poutine. Voilà pourquoi Poutine aime les juifs. Et il joue d'ailleurs double, triple jeu. Donc de dire qu'il y avait des nazis, bien sûr, c'est facile. À ce moment-là, Jean-Marie Le Pen aussi, hein, quand il a parlé de four crématoire... Le massacre d'Odessa, c'est qu'en Ukraine... Non, mais écoutez, je connais le problème mieux que vous. Hein. Alors franchement, ne dites pas ça. Allez. Et puis, vous n'avez pas le droit à la parole. C'est bon. Voilà, okay. c'est tout. Bonjour, je suis Karl Verheiken, je suis directeur de publication du journal Nouvelle Solidarité. J'ai une question par rapport à la destruction du pipeline Nord Stream 1 et 2. Il y a eu maintenant les publications donc, du fameux journaliste Seymour Hersh, qui est une autorité intellectuelle et morale absolument incontestable, accusant très clairement donc, les États-Unis et même Joe Biden en personne d'une responsabilité majeure dans le dynamitage de ce pipeline. Ce pipeline, à ma connaissance, appartenait à 51% à Gazprom, 49% aux Européens, notamment en France Engie, qui avait à peu près 1 milliard investi dans ce pipeline. 1 milliard. 980 millions, proche d'1 milliard. Quelle est la question? Ma question, c'est que, pour l'instant, c'est en Allemagne des députés qui envisagent donc des commissions d'enquête là-dessus. Est-ce qu'en France, puisque les intérêts français ont été frappés par cette destruction, est-ce que nos élus, nos parlementaires, peuvent créer une commission d'enquête et convoquer les témoins nécessaires pour faire la lumière sur la destruction donc d'un pipeline d'un pays membre de l'OTAN contre un autre pays membre de l'OTAN. Merci. Je fus député, mais je ne le suis plus. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est que dans cette affaire, effectivement, quand on lit un certain nombre d'analyses faites en Allemagne, on se rend compte que la chose est assez claire et qu'il y a eu une enquête par Hirsch, là, le dernier journaliste américain, qui se prononce très vertement sur la responsabilité américaine en ce qui concerne cette histoire de sabotage de Nord Stream 2. Messieurs, dames, bonjour. Une question à vos invités. Présentez-vous-même. Oui, à l'Israël, que je suis analyste politique et membre des Républicains en France. Donc aujourd'hui, il y a une question qui se pose. Est-ce que la guerre actuelle entre Ukraine et Russie n'est pas la continuité de la guerre qui n'a pas eu lieu, qui n'a pas donné ses résultats en Syrie? Ça veut dire, au départ, c'était le passage de gazoduc qui a animé cette guerre en Syrie et qui devait faire traverser la Syrie et la Turquie pour arriver en Europe. Comme ça n'a pas eu lieu, donc dans ce cas-là, il a fallu faire stopper net le gaz russe qui est arrivé en Europe pour arrêter cette, je dirais, collaboration russe-européenne. Merci beaucoup.
Non, en fait, je vais rappeler une banalité, c'est-à-dire toute guerre est le résultat d'un certain nombre de facteurs. Donc les causes sont plurifactorielles. Donc il y a tout un ensemble d'éléments qui ont joué, que les intervenants ont essayé de rappeler d'ailleurs dans le début de cet après-midi. Mais à mon sens, le problème quand même de fond, c'est tout simplement la géographie de la Russie, qui est à la fois le pays le plus immense et un pays extraordinairement enclavé. Puisque bon, l'accès par la Baltique, c'est quand même pas absolument génial. L'accès via le Pacifique, c'est pas génial non plus, malgré les îles qu'aujourd'hui la Russie occupe vu du Japon. Et donc, pour la Russie, l'accès aux mers chaudes, c'est absolument fondamental. Or, la situation de la Russie avec une Ukraine qui possédait la Crimée, ça posait quand même des problèmes géostratégiques absolument fondamentaux que j'ai rappelés rapidement tout à l'heure. Donc il s'agit pour la Russie d'avoir la certitude de pouvoir accéder à la Méditerranée, et notamment, et c'est là ça rejoint votre question, c'est-à-dire notamment aux bases russes qui se trouvent en Méditerranée, donc en Syrie bien entendu, c'est la surveillance de tous les gazoducs et pipelines donc, qui passent effectivement autour de la mer Noire, et donc pour elle c'est impératif, c'est absolument impératif. C'est d'ailleurs toute l'histoire de la Russie de tous ces derniers siècles, de se désenclaver en ayant une ouverture sur les mers du Sud. C'est une question pour vous, Gérard François Dumont. Vous avez évoqué la Crimée. Pourriez-vous nous dire en quelques mots comment se sont passées les relations entre l'Ukraine et la Russie? Qui a décidé de la dénucléarisation de l'Ukraine? Comment s'est fait le rapatriement des armes? Et à quel moment l'allocation de Sébastopol a été actée et contre quoi? Et à quel moment elle a été arrêtée? Quels ont été finalement l'état des relations, négociées ou non, entre Kiev et Moscou et les interlocuteurs extérieurs pendant cette décennie 1990-2000? Oui, alors là, il faut que je me rappelle tout par cœur, donc c'est un peu difficile. Si ma mémoire est bonne, les accords concernant Sébastopol ont été signés pour la première fois en 1994, avec échéance en 2017. Puis ensuite, ils ont été renouvelés, je crois, vers 2010. Il y a eu un traité en 1997, Yeltsin-Kouchma. Oui, très important. Oui, et la deuxième date, c'est pour 2034. C'est ça, pour 2034. Et effectivement, le problème, c'est dans les années 2010, où on a de plus en plus de discours de dirigeants ukrainiens qui disent « mais nous, on veut remettre en cause ce traité qui permet à la Russie, parce qu'il permet à la Russie 3 points, il faut bien se les rappeler, il n'y en a pas un seul. 1, d'avoir Sébastopol. 2, de pouvoir effectivement survoler l'Ukraine pour approvisionner Sébastopol par les avions qui viennent de la Russie. Et 3, pouvoir mener des opérations dans des eaux territoriales de la mer Noire qui, d'après le traité de Montego Bay, sont considérées comme des eaux ukrainiennes. Donc c'est 3 éléments qu'il faut avoir en tête. Donc à partir du moment où il y a eu un certain nombre de discours qui ont remis en cause ces accords jusqu'en 2034, vous imaginez bien que du point de vue de la stratégie russe, c'était quand même assez difficile à supporter. Bon, si, bah moi je connais. Dites, après, il y a eu quand même Viktor Yanukovych et Yushchenko. Yushchenko était pro-occidental, sa femme était du département d'État. Et c'est lui qui voulait l'OTAN, c'est lui qui a été balafré et tout. Et lui, il voulait l'OTAN. Timoshenko, là, la femme, était contre, et elle a fait alliance avec Viktor Yanukovych, c'est lui qui a été victime du Maïdan. Et donc, dès le Maïdan, c'est le 22 février, coup d'État, coup de force, j'en parle, je nie pas, effectivement, on est allé vers remise en cause de Sébastopol. Je connais bien mon histoire, mon cher. Regardez votre carte, vous, de quel géographe. Il y a une ville qui s'appelle Novorossiysk, pardon. Sibirsk, c'est là-bas, j'ai visité. Eh bien, les Russes savaient très bien que Sébastopol, ça ne serait pas éternel, et ils ont commencé à construire un port. Vous connaissez votre géographie, il y a Sochi, il y a Novorossiysk, il y a Krasnodar. Eh bien, ils voulaient faire un port ici, au cas où. Et donc, Sébastopol, c'est plus historique. C'est le boulevard Sébastopol. Mais si, écoutez, Jacques, je connais mieux que toi ces problèmes. Hein.
Non, mais attendez. Non, Vous avez parlé de géographie, mais justement, le problème, c'est qu'en géographie, le port le plus utile géographiquement, c'est Sébastopol. Donc les autres ports que la Russie aurait pu construire sur la partie qu'elle possède sur la mer Noire n'ont pas la même valeur géographique et la même qualité pour en faire des installations portuaires militaires que Sébastopol. Ma question est purement juridique. Est-ce que c'est un traité? Est-ce que c'est un accord? Est-ce qu'il y a des compensations? À quel moment est-il dénoncé? Quel est l'état exact des relations entre les deux capitales pendant cette décennie? Et à quel moment ces relations sont suffisamment gâtées pour que la relation de la Russie avec la Crimée devienne difficile, impossible? Non, mais les accords n'ont jamais été dénoncés. N'ont jamais été dénoncés. Mais en revanche, il y a eu des discours, notamment de Porochenko, si ma mémoire est bonne, disant « mais ces accords, nous allons les dénoncer ». Donc nous allons... Mais non, ça n'a jamais été dénoncé. Ah non, ça n'a jamais été dénoncé. Bien, merci beaucoup. Pas de questions, on va passer sur le deuxième question. Monsieur Millet. Eugène, c'est pas pour relancer le débat, mais je voudrais quand même que tu aies connaissance de ce qui a été publié par Tribune Juive le 20 février 23 et qui fait la somme. Non, tu vas te l'acheter, tu te démerdes. Bien. Je te connais trop, tu sais, parce que si je... Voilà. Et donc, voilà. Et je voudrais... Non. Et je voudrais juste dire cette anecdote. J'écoute France Info le 23 février. Et il y a un journaliste qui, à partir justement de l'Ukraine, dit, répondant à un gars de Paris, qui lui parle des cocktails Molotov, et il lui dit, non, chez nous, en Ukraine, ce sont les cocktails Bandera. Et il le dit, c'est un héros national ukrainien. Alors moi, je décroche mon téléphone et j'appelle France Info. Quand ils ont su que je leur ai dit qui était Bandera, il y a eu un blanc.